Tout au long de ma scolarité, mes professeurs ont souligné mon manque de moyens intellectuels. J'étais pas vif du tout. Non, pas du tout. Mon manque de Oh, volonté. voilà. Hey Bon, les ras-le-bol, ça me saoule. Mon manque de sérieux. J'étais plus porté sur la rigolade et la rêverie bucolique que sur le boulot. Et reconnaissons-le, ils avaient parfaitement raison. Ainsi, ne vous étonnez pas que 40 ans plus tard, au lieu d'écrire un vrai livre argumenté, austère et donc crédible sur l'enseignement scientifique en France, j'accouche de ce pamphlet bancal, caricatural, approximatif et farfelu. Ça, vous pouvez le dire, c'est un vrai travail de cochon. Donc ne perdez pas votre temps à relever les imperfections et les failles qui sont nombreuses, ni à pousser des cris d'orfraie devant les horreurs que vous allez entendre. Pas la peine. Je vous suggère plutôt de vous demander si, par hasard, il n'y aurait pas dans tout ça un petit fond de vérité. Rien qu'un petit fond. Car ça n'a pas de prix, un fond de vérité, en cette période brumeuse de transition technologique touffue. Surtout si ce petit fond nous éclaire sur certains pièges, mortifères et variés, qui attendent tout un chacun le long de son parcours scolaire, et qu'il est peut-être encore temps pour vous d'esquiver. Tu bois pas tout, hein? Tu m'en laisses un peu. Ok, merci. Mais notez bien que si j'utilise ici le mot piège, c'est sans insinuer que les pièges sont posés intentionnellement par une élite maléfique et ce, afin de nuire au bon peuple. Et j'ai en tête cette phrase délicieuse de Michel Rocard. En matière de grandes catastrophes publiques, toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est à la portée de tous, c'est donc assez largement répandu. Le complot nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation. C'est très rare. Allez, je me tais et je commence. Qu'est-ce qu'on fait là, vous et moi? Vous à regarder mes vidéos de maths et moi à les faire? Parce que bon, vous n'apprenez pas les maths ou autre chose pour faire plaisir aux profs, ni pour faire plaisir à papa, maman, mamie, pépère et son chien aveugle, ou à oncle Roger, qui est peut-être bien le plus perturbé de tous. Ben non, vous voyez bien qu'ils sont tout à fait capables de se faire plaisir tout seuls, sans que vous n'ayez à résoudre la moindre équation. Vous n'apprenez pas non plus les maths pour avoir des sous ou une grosse bagnole. Enfin, là, j'espère que non. Je vais vous le dire, moi, pourquoi vous faites des maths. Vous faites des maths pour... Oui, c'est écrit là-haut. Vous faites des maths pour devenir moins con. C'est sans doute trop tard pour eux, peut-être pas pour le chien, mais alors certainement pas pour vous. Bon, là, il serait bien de préciser ce que j'entends par devenir moins con. Disons que c'est devenir plus clairvoyant, agile, adaptatif, flexible, autonome, collaboratif et créatif. Et ce sont 7 qualités qu'apportent volontiers les maths quand elles sont bien enseignées et bien pratiquées. Et là, il faut que je vous éclaire sur chacun de ces mots. Clairvoyant. Car aux bigleux que nous sommes, les maths font l'effet d'une bonne paire de lunettes et nous permettent de mieux percevoir la réalité. Elles nous habituent à adopter le bon point de vue, celui qui révèle la structure des choses, leurs composantes et les relations entre elles. Tout cela nous aide à prévoir leur comportement, s'il est simple, et à être humble sinon. Agile pour exécuter facilement les gestes qui font avancer, être adaptatif pour coller aux réalités fluctuantes du terrain, être flexible pour encaisser gracieusement les événements extrêmes. Mais pas tellement en skateboard en fait, plutôt dans la conduite de votre parcours professionnel et au-delà, dès que se fait sentir le besoin d'acquérir de nouvelles compétences, qu'elles soient théoriques ou concrètes. Autonome pour apprendre seul si nécessaire. Collaboratif pour communiquer avec clarté, pour être efficace et heureux en groupe. Créatif pour faire de jolis trucs comme cet empilement de 2000 cubes, basé d'ailleurs sur cette fonction qui vous donne justement cette spirale, plus ou moins enroulée, selon la valeur du nombre A dans la formule de F.
Alors, vous avez le lien Desmos dans la description. Pour faire joujou avec tout ça, vous pourrez tirer sur le curseur pour voir ce que ça fait. Voilà, c'est avec cette fonction que j'ai tracé mon mur de cube, comme on le voit vu d'en haut. Voilà, comme ça. Mais aussi, j'oubliais, devenir moins con, c'est aussi être capable de faire face aux tracasseries géantes qui, ces prochaines décennies, ne manqueront pas de nous tomber sur le coin de la figure. Et je ne parle pas de gros cailloux extraterrestres, mais plutôt de géopolitique, de climat et des changements cataclysmiques qu'apportera l'intelligence artificielle, l'IA. Et je parle de tous les trucs qu'on n'imagine même pas encore, je parle des surprises qui ne seront peut-être pas toutes bonnes. Car, concernant l'avenir, nous sommes non seulement dans la nuit, mais aussi dans le brouillard. Un brouillard plus dense que jamais. Ben oui, tout évolue si vite aujourd'hui, vous avez remarqué, que nous n'avons qu'une vague idée de ce que sera le monde dans 10 ans. Ce que je sais en revanche, c'est que mon animation, là, elle est mensongère. Car vous, même si vous travaillez d'arrache-pied pour au final n'être pas con du tout, vous avez bien peu de chance, à vous tout seul, de disposer un jour d'un bouclier anti-tracasserie. À vous tout seul, je dis bien, car en fait c'est plutôt un défi collectif, sociétal même. Et donc ce n'est qu'en y travaillant tous ensemble qu'on peut espérer construire un tel bouclier. Et cela m'amène justement à insister sur un petit détail. Non, un gros, puisqu'il concerne toute une société. Je disais que les maths nous aident à devenir moins cons quand elles sont bien enseignées et bien pratiquées. Mais est-ce que c'est le cas dans nos sociétés, notamment dans nos collèges et lycées ? Est-ce que les maths et les autres matières, plus ou moins scientifiques, y sont bien enseignées et bien pratiquées ? Ce qui vous amènerait à en douter, ce pourrait être, pour commencer, les objectifs donnés aux élèves. Par exemple, être capable de résoudre mécaniquement une grosse équation super vite et super bien, comme le prof l'a montré, comme c'est prévu dans la correction. Eh bien ça, ce n'est pas incompatible avec une certaine forme de connerie. Autrement dit, l'école d'aujourd'hui qui vous demande essentiellement d'être discipliné et vous confie des tâches répétitives, artificielles et solitaires, eh bien ce faisant, elle aura du mal à vous rendre clairvoyant, agile, adaptatif, flexible, autonome, collaboratif et créatif. Oh ma cocotte, tu t'ennuies. Mais c'est bientôt fini, va. Enfin, j'ai encore quelques horreurs à dire, et j'en rajoute une couche, car elle aura bien du mal, l'école de la République, à développer ses qualités en vous collant 7 heures par jour sur une chaise, devant un type qui parle avec comme consigne de le regarder, de l'écouter, de vous taire, d'écrire ce qu'il vous dit d'écrire, et de faire ce qu'il vous dit de faire. Elle aura bien du mal en vous emprisonnant dans une telle passivité, et aussi dans une certaine solitude, puisque les activités collaboratives sont mises de côté. Comme si notre projet de société se résumait à un immense empilement de cages à lapins. C'est peut-être aussi bien d'ailleurs, parce que l'humain n'est-il pas une sorte de gros lapin, avec des grandes oreilles pour écouter son prof ? Hein ? Si. Là, je ne parle plus des objectifs, mais des méthodes. Et ensuite, je parlerai bien des acteurs. Pour cela, je pose une petite question, assez provocante, à laquelle je vais apporter une réponse totalement, mais alors totalement caricaturale, je vous aurais prévenu. Vos profs, là, sont-ils particulièrement clairvoyants, agiles, adaptatifs, flexibles, autonomes, collaboratifs, créatifs ? Pas particulièrement. Ils n'ont pas été recrutés et formés pour avoir ces 7 qualités. Ils ont été recrutés et formés suivant des critères académiques, par d'autres profs qui ne les avaient pas non plus particulièrement. Car, ayant passé toute leur vie active dès leur plus jeune âge, où ça ? À l'école, avec des profs, qui sont de temps en temps évalués par des profs, pour s'assurer qu'ils respectent bien les méthodes et programmes définis par des profs. Et où croyez-vous que vont tous ces profs pour papoter de cette réalité palpitante ? En salle des profs, qui est exclusivement fréquentée par... Je vous laisse deviner. Voilà, c'est prêt. Bonne dégustation. Ce plat-là, qui sent un peu le renfermer et qui nourrit notre belle jeunesse pendant des années, nous pourrions l'appeler entre-soi mariné, par exemple. Ce que l'on appelle entre-soi, c'est l'isolement plutôt volontaire d'une communauté et la marinade,
C'est une macération prolongée dans un truc poisseux qui uniformise le goût. Voilà. Cet entre-soi-là, il est si colossal et installé qu'il induit un risque majeur de dérive. Dérive dont le mécanisme me rappelle la parabole des aveugles de Bruegel l'Ancien, que voici. Toile réalisée en 1568, dans laquelle des aveugles guident des aveugles. Une perception limitée de l'environnement, un entre-soi récurrent, une information transmise du précédent au suivant sans aucune intervention extérieure pour corriger la trajectoire, et paf les aveugles, et bim les profs. Alors remarquez, à l'instant, la majorité tient encore debout. Elle semble tout ignorer de l'absurdité du dispositif et applique aveuglément ses règles de fonctionnement. Et ceux qui se cassent la gueule, que pensent-ils ? Dans la toile de Bruegel, ils vous diront qu'ils ont trébuché sur une racine. Ah, la vilaine racine. Mais dans la salle des profs, on vous assure couramment que si l'on trébuche, c'est à cause du manque de moyens. Nos difficultés viennent du manque de moyens, disent souvent les profs, phrase qui serait à mes yeux tout à fait recevable si l'on avait omis un mot très important à la fin. Voilà, si les profs trébuchent, eux comme moi, c'est à cause du manque de moyens intellectuels. Mais les moyens intellectuels qui leur manquent à eux, tout particulièrement, ce serait plutôt l'indépendance d'esprit, la capacité à évaluer ses habitudes afin d'envisager des alternatives, la créativité et donc la capacité à élaborer ces alternatives, le sens de la coopération, notamment pour concevoir collectivement et promouvoir ces alternatives, l'empathie, notamment envers les élèves, la capacité à se mettre à leur place, dont aurait pu naître une prise de conscience et une volonté de changement. Et oui, ce sont aussi des moyens intellectuels, ça, mais faute d'être exigés lors du recrutement, ils font cruellement défaut à la corporation. En revanche, la capacité à recracher une leçon devant un jury constitué de profs est un moyen intellectuel qui, lui, ne leur manque pas. C'est même un des principaux critères de recrutement, critère simpliste et fallacieux, qui glorifie le singe savant et réduit l'interaction humaine à un petit menuet qu'il faut savoir danser. Et c'est ainsi que le prof forme et recrute le prof, qui 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 forme et recrute le prof. C'est ce qui fait que l'entre-soi enseignant est récurrent et durable. C'est ce qui fait que le malheur a si longue vie. À la parabole des aveugles de Bruegel, j'ajouterais bien la Nef des fous de Jérôme Bosch, peinte vers 1500, et qui illustre joliment bien l'idée de dérive d'un groupe isolé et protégé, l'idée d'un entre-soi bien mariné. Dans cette embarcation, chargée de profils semi-psychiatriques, pas de manipulateurs, pas de manipulés, pas de complot, mais pas de boussole ni de carte non plus. Rien qui ressemble à un processus décisionnel efficace. Si ? Là, vous croyez ? Oh, je vois bien qu'on palabre en musique, oui, mais au final, ce que produit cette agitation verbale, c'est une étrange stagnation. Pas de voile hissé, point de progression, juste les effets du courant. Pour l'instant, pas de sanction de la réalité. On chante, on divague, on s'occupe. Et si certains souffrent d'un vague sentiment d'absurdité, ils préfèrent tout de même demeurer à bord. La sécurité, ça n'a pas de prix. Bah oui, le bois, quoi qu'il arrive, ça flotte. C'est donc pas catastrophique si l'on ne va nulle part. En vérité, l'atout majeur de la nef enseignante, ou peut-être est-ce sa malédiction, c'est qu'elle est ravitaillée sans condition. Enfin, aussi, une petite condition. Le respect du train-train. Mais reparlons navigation, et regardons cette gravure réalisée aux alentours de 1565, encore par Bruegel, et intitulée « 16 bateaux de structures différentes ». Eh bien, ce n'est pas du tout ce que nous avons. Nous n'avons pas une variété d'options dont nous pourrions comparer les vertus. Nous avons ça, et uniquement ça, dont l'équipage est protégé par le quasi-monopole dont jouit son armateur. Et c'est donc la quasi-interdiction des alternatives, et donc l'absence de concurrence réelle, qui maintient l'Orafio à flot. Et 500 ans après Bosch et Bruegel, le fait est que le quasi-monopole de l'éducation nationale et la sécurité de l'emploi qu'elle offre à ses agents protègent assez bien du naufrage tout ce petit monde, et même si c'est au détriment de nos enfants. Et 500 ans plus tard, comme allégorie de nos égarements collectifs,
Ces toiles me semblent plutôt bien fonctionner. Et elles sont d'autant plus pertinentes que les méthodes d'enseignement à l'éducation nationale, reconnaissons-le, n'ont que très peu évolué depuis le XVIe siècle. Hein? Bon, allez, je blague là. Je blague. Enfin, je blague un peu, quoi. Je blague peut-être pas, en fait. Je blague tellement pas que pour vous parler des non-progrès fulgurants réalisés dans le domaine pédagogique, je déballe une nouvelle allégorie, terrestre pour changer. Au fond, l'éducation nationale est une sorte de char à bœuf, au sujet duquel on nous annonce régulièrement des réformes, sans doute pour nous montrer qu'il évolue, et qu'on atteint là des sommets de technicité et d'innovation. Regardez ça, par exemple. C'est un changement très significatif. Ils nous ont mis une jolie petite paire de cornes. Ça sert à bien se tenir, j'imagine, c'est ça? Enfin bref. Bon, évidemment, cette nouveauté, utile ou non, a peu de chances d'échapper au tir de barrage des syndicats enseignants, ces éternels défenseurs de l'immobilisme, qui tirent à vue sur tout ce qui bouge, car on n'est jamais trop prudent. Donc, on abandonne les cornes jusqu'à la prochaine tentative de réforme, qui ne sera, elle aussi, qu'une retouche mineure ou un ajustement cosmétique. Oh, magnifique! Une clochette! Ah, ça, si l'on compare l'avant à l'après, c'est une révolution. Et c'est sûrement très utile. Mais plutôt, si l'on comparait la réalité pédagogique d'aujourd'hui à ce qui serait réalisable avec un rien de volonté collective, comme ceci, ou cela, carrément. La stagnation du système apparaîtrait dans toute sa tragique immensité. Mais nous ne comparons pas, car nos constructeurs et conducteurs de chars à bœufs n'ont aucune raison d'innover. Bah oui, en plus ça fatigue et ils ne seraient pas payés plus. Et faute de volonté chez eux, et faute de concurrents ailleurs, nous ne sommes pas prêts de voir naître une alternative de poids et de qualité. On dit que les absents ont toujours tort, eh bien ici, l'alternative est une grande absente qui aura toujours tort, car elle n'est qu'une image rêvée, et devra à jamais s'incliner devant les réalisations ternes d'une caste enseignante indéboulonnable. J'adore mon char à bœuf, can't deny it. Notez aussi que ces réalisations ternes font depuis si longtemps partie de notre paysage qu'en remettre en question les principes ne nous passe même plus par la tête. Et bercés que nous sommes par la routine académique, somnolents et baveux, nous ne comparons pas. Et si nous osions comparer publiquement le char à bœuf aux alternatives efficaces, nous nous ferions gronder. Car barricadés au sommet d'une tour imprenable, fort de la crédibilité qu'assurent présence et ancienneté, les gens en place défendent bec et ongle leurs petites habitudes. Toute la mauvaise foi du monde leur est permise, et ainsi, de là-haut, il leur est facile de dézinguer à coups de catapultes syndicales ou d'ironie cinglante toute proposition d'alternative originale qui leur demanderait un tant soit peu de se bouger la fesse. Bah oui, c'est eux qui sont là, c'est eux qui font, c'est eux qui savent. Alors pourquoi qu'ils changeraient ? C'est ainsi ceux que l'école a sélectionnés, conditionnés et valorisés qui président à sa stagnation. Et c'est pourquoi, ici, point de faux espoirs, point de grande illusion, point de belles phrases en forme de « il faudrait ceci » ou « nous pourrions cela ». Il est inutile de promouvoir une grande réforme de l'éducation qui n'aura pas lieu. Les politiques sont courageux mais pas téméraires, les enseignants sont réfractaires et pas courageux quand il s'agit d'évoluer. C'est inutile et c'est sans doute trop tard, car dans quelques années, l'intelligence artificielle va s'en mêler. D'abord gentiment, puis ensuite fermement, et enfin violemment. C'est alors un coup de pied d'ampleur cataclysmique qui va retourner la fourmilière scolaire, et je vous préviens, les fourmis les moins adaptatives risquent de ne pas s'en remettre. Bien sûr, ce grand chambardement technologique ne se cantonnera pas au bastion scolaire. Tout va changer, et on peut se demander si c'est pour le meilleur,
une relation harmonieuse et mignonne avec l'AI, ou pour le pire, une perte de contrôle de l'IA, une dépendance totale vis-à-vis d'elle, ou qui sait, pour le pire du pire, une disparition pure et simple de l'humain et de la vie telle que nous la connaissons. Le meilleur, le pire ou le pire du pire, en vérité personne ne sait, ni moi, ni ceux qui jouent les prophètes experts, ni ceux qui apprentis sorcellent. Personne ne sait ce qui va se passer. Enfin, sur le court terme, si, on sait à peu près ce qui va nous arriver, le genre de progrès auquel on peut s'attendre. Mais au-delà du court terme et demi, non, c'est le brouillard. On ne peut que spéculer et attendre les surprises. Ah ça, on aimerait bien que la technologie et la culture qui va avec avancent main dans la main, pas à pas, dans une direction attendue et souhaitable, et à un rythme mesuré. Mais désolé, c'est pas ce qui va se passer. Dans le cas de l'IA, c'est plutôt à cela que va ressembler le mouvement. C'est dans de nombreuses directions que se feront les avancées créatives, et certaines de ces avancées créatives nourriront les avancées créatives qui les ont nourries. Une multitude d'emballements circulaires se produiront. En voilà un qui se boucle ici. D'autres emballements se sont déjà produits dans l'histoire de la technologie, mais ceux-ci étaient limités, notamment par la disponibilité des ressources matérielles. Au XIXe siècle, plus de charbon, ça voulait dire plus de vapeur. Les locaux s'arrêtaient. Et comme la production de charbon était limitée, les emballements de l'époque étaient tout à fait placides en comparaison de ce qui nous attend. Car ce que produit l'IA et ce dont elle se nourrit, c'est de l'information. Et à contrario du charbon, les limites en matière de production, de stockage, de flux, de parallélisme sont difficilement imaginables. Comprenez donc que les réactions en chaîne vigoureuses que l'IA est en mesure de produire compliquent le tableau et rendent son avenir fougueux et tout à fait imprévisible. En voici deux des exemples de réactions en chaîne. Juste deux. 1. Songez que, si elle n'est présentée aujourd'hui que comme notre petite créature et notre humble serviteur, elle est en voie de faire évoluer notre vision du monde, nos capacités, nos aspirations, et donc très bientôt ce que nous la supplierons humblement de bien vouloir faire, et qui redéfinira à nouveau nos capacités, nos aspirations, etc., etc., la boucle est bouclée. 2. Songez au peu de temps qu'il reste avant qu'un cornio en blouse blanche ait la brillante idée d'employer l'IA à améliorer l'IA, qui ainsi, plus performante, va s'empresser d'améliorer l'IA, qui ainsi, plus performante, va s'empresser d'améliorer l'IA. Bref, voilà. Et où va-t-on comme ça? Devine qui pourra. Et ce ne sont là que deux des nombreux phénomènes circulaires qui pourraient accompagner l'arrivée de l'IA. Il reste tous ceux dont je ne parle pas, et tous ceux que je suis loin de pouvoir imaginer. Ce genre de circularité est à l'origine de nombreux phénomènes incontrôlables, imprévisibles ou catastrophiques, comme les batailles de polochons, les proliférations de virus ou les explosions nucléaires. Et l'IA, potentiellement, elle est trois à la fois, incontrôlable, imprévisible et catastrophique. Mais rassurons-nous, il existe une chose qui pourra empêcher cette glissade vers l'inconnu. C'est l'indéniable capacité d'une humanité assagie à s'accorder, sinon sur un moratoire, au moins sur une régulation prudente de l'IA. Et ce, à l'échelle de la planète et sans exception, en toute confiance, en bonne intelligence avec nos amis néo-soviétiques totalitaires, avec nos copains fondamentalistes religieux, avec nos potes nationalistes populistes, voire même avec nos amis démocrates. Nous sommes capables, pour être raisonnables, de mettre de côté l'idéologie et les considérations ethniques ou religieuses. On sait se tenir quand il faut, c'est sûr. Et c'est aussi sûr que de mettre dans une pièce une charlotte aux fraises bourrée d'amphétamine, avec 10 mecs affamés en supposant qu'ils vont se comporter correctement. Bah oui, ils savent bien se tenir. Et on leur a dit de pas toucher. Et même s'ils sont 8 milliards, les mecs affamés? Allez, reconnaissez-le, c'est peut-être un peu hasardeux de baser l'avenir de l'humanité sur sa capacité à bien se tenir. Surtout qu'elle l'a déjà goûté, la Charlotte, et qu'elle a un petit goût de reviens-y, vous trouvez pas? Un avant-goût, plus exactement, une promesse de suprématie intellectuelle, économique, géopolitique, car militaire, avouons-le, suprématie qui caresse dans le sens du poil les ambitions carnassières de tout humain qui se respecte, et peut-être aussi, un peu, sa peur du voisinage. En fait, c'est mal barré pour la régulation prudente de l'IA.
On est à fond, là. On est à fond. Aujourd'hui, nous sommes comme une grosse poule couvant un œuf qu'elle a trouvé dans la jungle. Elle ne sait pas quelle espèce animale va en sortir, mais elle couve, toute contente et toute fière. À l'instant, la coquille se fissure. Un truc commence à en sortir, un truc aux effets déconcertants. À l'horloge du grand chambardement, il est minuit moins 2. Et les profs, comme si de rien n'était, continuent à conduire et défendre leur char à bœuf. Comprenez donc que, vu la situation, je ne me fatigue plus à parler de réforme scolaire. On va laisser les profs tourner en rond encore un peu, jusqu'à minuit. Bon, allez, stop. J'arrête de charger les profs. Déjà parce qu'ils sont 490 765 dans le secondaire, et moi je suis tout seul. Et mon médecin légiste, qui connaît son affaire, m'a recommandé d'éviter de me fâcher avec 490 765 personnes en même temps. Je vais tout de même résumer l'essentiel de ce qui précède par cette phrase, qui me servira assurément d'épitaphe, après qu'un agrégé de conformisme m'ait planté ses palmes académiques dans la carotide. L'école est une machine rotative qui se nourrit d'elle-même et qui rejette ce qui ne lui ressemble pas. Bon, j'ai essayé, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite animation pour illustrer ça. Voilà, notre système scolaire du secondaire, un gros bidule sans queue ni tête, tout occupé à tourner en rond. Le corps de ce truc, le corps enseignant, est fait de cerveaux humains, les cerveaux des profs, que j'ai représentés ici avec des balles. Seulement voilà, un cerveau humain, ça se fatigue, ça vieillit, ça devient fou. Donc, ça se met en congé maladie, ça prend sa retraite ou ça meurt. Résultat, la chose a des trous dans la carlingue, des trous qu'il faut bien boucher. Pour cela, elle recopie ses principes de fonctionnement dans des cerveaux tout neufs, ce qui produit autant de clones disciplinés. En voici un qui file rejoindre son poste. On le soude. Voilà. Il est maintenant tout à fait indéboulonnable, titulaire du poste, on dit, et prêt à suivre le mouvement perpétuel toute sa carrière durant. C'est ainsi par le biais d'un clonage rigoureux que le gros truc s'entretient. Et cela sans rien voir ni entendre du monde extérieur. Ah, ce monde extérieur, ces changements chaotiques, ces habitants dissipés, tout cela l'irrite et le fait tousser. C'est cette allergie à la vie qui pousse le truc à y conduire la moindre amorce de turbulence. Au contraire, ce qui le rassure, le cycle lent des rotations, le cliquetis des procédures, est défendu sans concession. Faut dire qu'il est doté d'un système immunitaire formidable. Que survienne un élément étranger, et c'est le malaise. Et hop, le rejet. Et l'on peut continuer à tourner comme avant. L'école est une machine rotative qui se nourrit d'elle-même et qui rejette ce qui ne lui ressemble pas. J'adore cette phrase. Donc, 1. Ne désespérez pas si elle vous rejette. C'est peut-être bon signe. Il se peut que vous soyez une de ces précieuses particules lumineuses. Envolez-vous donc vers d'autres cieux plus enrichissants. 2. Ne comptez pas trop sur l'école pour transmettre des qualités qu'elle n'a pas, voire même qu'elle inhibe. 3. Cherchez d'autres moyens pour les acquérir, c'est cette qualité. Des moyens extrascolaires, et je vais revenir là-dessus plus tard. Au fait, c'est en langage Python que j'ai positionné et animé les 7600 balles qui constituent l'objet. J'ai utilisé cette fonction pour générer cette courbe afin de modéliser le profil de la bête. Vous avez le lien d'Esmos dans la description comme d'hab. J'ai ensuite employé ces matrices de transformation pour la vriller. Et c'était très satisfaisant à faire. Les maths, en réalité, c'est une arme de création massive que vous pouvez mettre au service de votre imagination. Bref, ça sert pas qu'à pourrir la vie de générations de jeunes gens innocents. Vous le savez, ça, vous le savez. Bon, allez, j'accompagne mon désespoir de 2 petites allégories rurales. J'adore ça, moi, les allégories rurales. Allégorie 1. Croire que ce que l'on nous apprend à l'école nous aide à devenir moins cons, c'est comme croire qu'un poulet d'élevage est un gibier rusé. Non, le poulet d'élevage, il est peut-être dodu, mais il n'est pas rusé, et quand on le lâche dans la nature, il est ahuri et hébété.
Il a une expérience de la vie infinitésimale et il a une espérance de vie infinitésimale. C'est garanti par les chasseurs, mais aussi par les renards, par les voitures, etc. Donc, poulet d'élevage n'est pas un métier d'avenir, et qu'on non plus d'ailleurs. Allégorie 2. L'école vous fait vous fait grossir comme des légumes hors sol, chacun dans son bocal individuel, donc sans expérience de la coopération, abreuvés de substances artificielles et prévisibles, et jamais vos racines ne touchent la terre. Et jamais vos esprits ne se nourrissent du réel et de ses surprises. Ah zut, je suis bête. J'ai commis une immense erreur là. J'ai oublié le plus important dans mon allégorie 2. C'est que malgré tous les efforts des laborantins pour produire de l'uniformité, du conformisme même, les plantes ne poussent pas toutes à la même vitesse. Zut alors. Faut que je corrige ça, mais avec des poissons, ce sera plus mignon. Allégorie 2, corrigée avec des poissons. Eux aussi vivent en bocal individuel et ont tous la même tâche à accomplir. Pour eux, il s'agit de bouffer et de grossir. C'est débile et peu motivant, mais c'est comme ça. Seulement voilà, tous ne grossissent pas à la même vitesse. Il y en a même qui s'étiolent, ils n'aiment pas du tout leur bocal et ont la digestion difficile, ils restent maigrichons. D'autres, au contraire, l'adorent, s'y plaisent, bouffent comme 4 et deviennent énormes. Les laborantins ont trouvé malin d'afficher en gros le poids de bouffe que chaque poisson réussit à avaler. C'est le critère de valeur du poisson, sa note. Ils ont trouvé marrant, les laborantins, que chaque poisson voit les notes des autres. Hop. Ils sont un peu pervers, ces laborantins. Ainsi, un poisson qui s'étiole comprend très bien qu'il vaut rien par rapport à un poisson qui bouffe beaucoup. Conséquence fréquente, il s'étiole encore plus. Ça le dégoûte de la nourriture, de la communauté, des laborantins, de la vie, de tout. Conséquence globale, toute la communauté des poissons est obsédée par ce nombre, cette note qui crée une hiérarchie entre eux, qui crée une obsession comparative, une obsession compétitive. Ainsi, les poissons ne rêveront toute leur vie que de faire croître un nombre pour gravir une hiérarchie. C'est ce qui se passe quand on élève les poissons dans un environnement toujours compétitif et quasi jamais coopératif. À votre avis, est-ce que cela améliore leur sens de la communauté, leur empathie, leur aptitude à entreprendre des choses ensemble? Non. Non, ça les rendrait plutôt plus voraces, jaloux, calculateurs, sournois, flippés, prompts aux coups de pute et vifs au harcèlement. Vifs au harcèlement. Mais certainement pas moins cons. Je vous laisse imaginer ce que cela fait à l'ambiance dans la communauté des poissons et dans la nôtre. Je vous laisse deviner si cela améliore nos chances de créer ensemble le bouclier anti-complications, bouclier collectif, dont je vous parlais plus tôt. Oui, au fait, j'ai un peu emprunté l'allégorie du poisson à Albert Einstein, qui aurait dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » Allégorie 3. Oui, je sais, j'avais dit 2. Mais bon, voilà, j'avais envie. Ça, c'est un micro. On peut le brancher sur un ampli et jouer du ukulélé devant. Et c'est marrant. Le son part de votre ukulélé, passe par l'air, le micro, le fil, l'ampli et l'air à nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets le micro près de l'ampli ? Eh bien, il se passe ça. Et c'est horrible. Je coupe, parce que c'est vraiment horrible. On appelle ça un Larsen. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le micro écoute et envoie le son à l'ampli. Ça, c'est comme avant. Mais maintenant, en plus, l'ampli le lui renvoie à la gueule. Et c'est un vieux cercle vicieux qui s'amorce. La machine s'écoute elle-même, le son s'enroule au cœur d'un perpétuel téléphone arabe. Le message radoté et re-radoté s'altère en caricature infinie de lui-même et perd sa richesse initiale. Le système est si grossièrement content de lui qu'il ignorera toute la musique qui se joue aux alentours pour ne plus produire qu'un couinement absurde et accessoirement nous péter les oreilles. C'est aussi ce qui se passe quand une corporation se recrute elle-même, se forme elle-même, fixe elle-même ses objectifs, s'évalue et s'autoproclame compétente.
Elle tourne en rond et finit, tout à fait sourde, par ignorer la musique qui se joue aux alentours. Elle finit par ne plus produire qu'une prestation absurde et accessoirement par nous péter un certain nombre d'organes dont je ne puis ici dresser décemment la liste exhaustive. L'école est une machine rotative qui se nourrit d'elle-même et qui rejette ce qui ne lui ressemble pas. Je m'en lasse pas. Je suis désolé, je m'en lasse pas. D'ailleurs, vous savez que Guitry a dit, enfin aurait dit, école, établissement où l'on apprend à des enfants ce qu'il leur est indispensable de savoir pour devenir des professeurs. Et maintenant que vous êtes convaincus que j'ai le soutien inconditionnel et de Rocard, et d'Einstein, et de Guitry, nous quatre, Michel, Albert, Sacha et moi, nous pouvons conclure en disant que ces mathématiques, bien enseignées et bien pratiquées, ces maths lumineuses qu'on s'attendrait à trouver dans cet établissement scolaire, eh bien, va falloir aller les chercher ailleurs, en dehors des collèges et lycées, où l'on vous demande essentiellement de vous soumettre aux habitudes multicentenaires d'un corps enseignant fatigué, peu inspiré et réticent à évoluer. Et si vous souhaitez épargner à votre cerveau, qui est votre bien le plus précieux, un destin de légume hors sol, eh bien, il va falloir faire un petit effort d'indépendance et d'autonomie. Il va falloir le sortir de son bocal académique. Il va falloir l'aérer un peu. Il va falloir le confronter au réel, à ses contraintes, à sa complexité, et à la bonne dose d'incertitude qui floute et rend aussi glissant qu'une savonnette tout objet réel. Une bonne façon est de vous initier à la gestion du risque, à la résolution de problèmes concrets, et surtout à ce qui regroupe tout cela, à la gestion de projet. Et comme cela ne se fera très probablement pas dans un collège ni dans un lycée de l'éducation nationale, il vous reste à trouver des sources fiables et alternatives de connaissances et d'expériences. Alors, fiables, j'ai bien dit. Merci d'éviter pseudosciences, complotistes, influenceurs divers et variés, dont le but pour des raisons économiques ou politiques ou parfois même géopolitiques est de vous rendre aussi bête que possible pour vous manipuler. Donc, en les esquivant, il vous reste à trouver des sources alternatives de connaissances et d'expériences pour connecter votre pratique des maths et des sciences en général à un certain nombre de domaines concrets et motivants. Par exemple, à de la programmation informatique, ça permet de faire tellement de trucs. À de la 3D, c'est avec ça que j'ai fait cette vidéo. De la conception d'objets intelligents. Tout cela peut se faire dans un Fab Lab, par exemple, qui est l'endroit idéal pour donner à votre pratique une dimension humaine et collaborative. Vous pouvez même chercher à connecter votre pratique des maths, et des sciences en général, à des trucs vraiment très très concrets, comme de la menuiserie, là on fait de la géométrie dans l'espace, du jardinage, si, pourquoi vous riez, si, de la cuisine, domaine qui bien qu'ignoré, voire méprisé par l'enseignement général, fourmille d'occasions d'affûter vos concepts abstraits, les rendant ainsi beaucoup moins abstraits. Ne tardez pas, car très tôt, le chantage à l'orientation, urticant et croissant, vous mettra une pression telle que vous n'aurez plus la disponibilité d'esprit ni la marge de manœuvre pour regarder ailleurs. Et elle fonctionne comment, cette machine à orienter, cette impitoyable trieuse d'enfants? Eh bien, tout bêtement comme ceci. Vous avez un certain nombre de voies disponibles, rangées ici en cercle, de la plus ascendante à la plus descendante, c'est-à-dire de la plus prestigieuse à la plus pourrie. Pouf, on vous met là au milieu. La note détermine alors votre voie. Si vous êtes conforme en tout point aux attentes, c'est du 20 sur 20. La réussite assurée, je traduis, argent, notoriété, vacances aux Seychelles. Bref, la grande classe. Enfin, à moins que... Quoi? Il vous manque des cases? Ah zut! Eh bien, plus il vous en manque, plus vous vous rapprochez des limbes, de l'ordinaire. Vous aurez des moyens. Petite maison en lotissement, 2 enfants tout gris, une Twingo pour les amener skier à la Bourboule. Bref, une vie tout juste passable. Sous le 10 sur 20, ça craint. C'est pour les bons à rien, les amputés de la chance, les coutumiers du manque. Ceux qui écrivent raté avec 2 T et acédique avec un K. Et encore en dessous, tout en bas, les notes minimales, l'humiliation, la dégringolade vers les abysses, la grande pauvreté, l'avilissement, l'indignité, bref, métier manuel, voire même pédestre. Ou, éventuellement, pour ceux qui arriveront péniblement à remplir le formulaire, il y aura le RSA.
Bien sûr que je pousse le bouchon un peu loin, très loin, trop loin sans doute. Mais c'est un petit bouchon, pas si petit en fait, qui après des années de conditionnement finit par faire sa place dans nos cervelles. Cette vision hiérarchique, caricaturale et brutale est au centre de l'angoisse commune, qui accable élèves, parents et profs, et les fait cavaler derrière le mot « réussite ». Un mot devenu assez moche, du fait du sens prosaïque et peu créatif qu'on a fini par lui donner, c'est-à-dire bonne note, pognon, pouvoir, notoriété. Le mot est moche, la cavalcade est pathétique, la vision est réductrice, oui. Mais il n'en est pas moins vrai que ce sont vos notes, en grande partie, qui déterminent les pistes auxquelles vous avez accès. Et une fois calé sur votre trajectoire professionnelle, en compagnie de vos semblables, vous réaliserez qu'il est bien difficile de rebrousser chemin ou d'en changer. Le reste est écrit, on dirait bien, déterminisme scolaire, mektoub. Même pour les premiers de la classe d'ailleurs, à qui on a promis que l'altitude garantissait la félicité, et qui découvriront que c'est faux. Ainsi, et c'est vrai pour toutes les classes sociales, changer de voie, changer de vie, apprivoiser le destin, requiert autonomie et capacité d'initiative, autrement dit, une bonne paire d'ailes et une petite hélice motorisée. Eh bien, les 7 qualités que l'on n'apprend pas à l'école, dont je vous rebats les oreilles depuis le début de cette vidéo, ont pour but principal de vous donner des ailes et une petite hélice motorisée, afin de vous envoler vers où vous voulez. Mais je le sais bien, le stress et la cavalcade ont empêché la plupart d'entre nous de prendre du recul. Et l'absence de recul nous a permis de cavaler et de stresser sans nous poser d'autres questions que « Mon Dieu, vais-je réussir ?» Nous nous sommes échinés à satisfaire nos profs et leurs critères crétins. Leurs critères crétins de réussite. Et il y a là assez de temps perdu pour construire à la petite cuillère une deuxième pyramide de Khéops. Ce passage est considérablement accéléré. Mais permettez, un petit mot sur les critères crétins et l'emploi qui en est fait pour orienter les élèves. Car de ces petits concours de conformisme mental que sont les interrogations écrites, évaluations, examens et autres QCM, de tous ces procédés foutrement artificiels, de ces montagnes de paperasses arides, les profs, sans vergogne et sans rigoler, déduisent ce que les élèves seront capables de faire, ce qu'ils aimeront faire, et ce qui sera économiquement viable pour eux ces 30 prochaines années. La vanité de ce processus de décision qui prétend déterminer beaucoup de choses à partir de pas grand-chose ne l'empêche pas de perdurer. Son caractère prédictif, spéculatif, charlatanesque n'a pas l'air de paniquer grand monde. Ben non, après tout, si ces fonctionnaires astrologiques balancent leur verdict avec autant d'assurance, c'est qu'ils ont lu l'avenir dans les copies de leurs élèves. Il y a tout là-dedans. Et ils vous balancent leurs conclusions lors de la transe divinatoire de fin de trimestre, et elles sont irrévocables, ces conclusions, puisqu'ils connaissent avec précision et l'avenir psychologique et cognitif de nos gosses, et l'avenir de la conjoncture socio-économique, et donc nécessairement l'avenir de la technologie. Ça n'a pas l'air de paniquer grand monde, mais moi, ça me panique. Déjà, parce que ces faiseurs de mésaventures se sont massivement plantés ces dernières décennies, orientant d'un revers de main des tas de gosses vers des carrières, vers des vies pour lesquelles ils n'étaient visiblement pas faits. Beaucoup d'entre eux furent en réalité plus désorientés qu'orientés, si ce n'est totalement égarés, découragés, voire même marginalisés. Beau résultat, mais rien d'étonnant, puisque c'est à la caste la plus déconnectée des réalités économiques et professionnelles, la plus protégée des conséquences de ses actes, que nous confions le soin d'évaluer et d'orienter nos gosses. Rien d'étonnant. Et surtout parce que, comme je vous le disais plus haut, il est minuit moins 2. Nous assistons déjà aux prémices du grand coup de pied dans la fourmilière. Et c'est pas seulement que l'intelligence artificielle va envoyer valdinguer dans les décors un paquet de professions, et peut-être même la plupart d'entre elles d'ailleurs devenues aussi obsolètes que le sont aujourd'hui l'allumeur de réverbères ou le marchand de peaux de lapin. Non, c'est pas seulement ça, c'est rien ça. C'est surtout que l'idée même de profession risque de changer de sens. Et pire, c'est l'idée même d'idée qui va changer de sens. Et vous étonnez pas si l'idée même de sens change de sens aussi. Vous savez quoi ?
Plus vite que vous ne le croyez, vos belles connaissances, vos belles compétences, vos beaux diplômes, votre CV doré, il pourrait bien vous être aussi utile que l'est une bouée canard à un naufragé de l'espace. L'apprentissage du vol évoqué tout à l'heure ne sera pas du tout optionnel. Ce sera une nécessité existentielle. Et l'agilité mentale dont je vous parle depuis le début de ce truc, eh bien, elle sera pas non plus facultative. Ce n'est donc pas le meilleur moment pour se faire orienter de façon débile avec des critères crétins. Alors, quoi faire concrètement ? Avant de le dire, je vais vous donner quelques exemples de trucs qu'il ne faut carrément pas faire. 1. Supposez que vos profs, nos hauts fonctionnaires, nos élus connaissent l'avenir et savent comment l'aborder. S'ils font comme si, c'est pour ne pas perdre la face. C'est très important pour eux, la face. 2. Écoutez leurs conseils rassurants, notamment en matière d'orientation. J'en vois passer des jeunes qui se lancent à corps perdu vers des professions qui n'existeront peut-être plus dans 10 voire 5 ans. Les voir sauter dans le vide pour attraper un mirage ne m'amuse pas du tout. 3. Entamer ce grand voyage vers l'inconnu aussi préparé que le serait un poulet d'élevage lâché en forêt. Et ce dernier point est central, car au fond, il ne s'agit ici que de préparer les petits poulets à un avenir incertain. Et cette vidéo ne parle que de l'urgence et des difficultés qu'il y a à le faire. Pour vous dire ces 4 vérités, j'ai dressé une ridicule liste de 7 qualités à acquérir, je vous ai parlé d'agilité mentale, je vous ai suggéré de trouver des sources alternatives de connaissances et d'expérience. Tout cela est fort bien. Mais ne prenez pas mes énumérations au pied de la lettre, n'en gardez que l'esprit. Elles tracent les contours d'un apprentissage scientifique heureux et utile, j'ose le mot, car tourné vers l'expérience, la créativité, l'ouverture d'esprit, la souplesse mentale, l'autonomie, l'auto-apprentissage, la coopération, et je pourrais encore ajouter des perles à ce chapelet de mignonnerie, car il y a 1000 façons de faire passer le message. Il y aurait 1000 façons de le concrétiser, et ainsi, il y aurait 1000 façons de se préparer à l'avenir. Enfin, il y aurait, s'il ne manquait un truc essentiel. Et oui, pour mettre en place le moindre soubresaut, il faut du temps. Et notre système éducatif, bien que poussiéreux et avachi, exige la primauté. Il sécrète autour des gosses une chrysalide opaque et poisseuse. Les pauvres gamins entravés, aveuglés, sont captifs du matin au soir. N'oublions pas les devoirs qui prolongent l'ineptie. En reste-t-il du temps pour vivre et aller chercher l'expérience là où elle est ? En reste-t-il du temps dans un emploi du temps d'élève pour se préparer vraiment à l'avenir ? Pas des masses. On en perd tellement qu'il en reste peu. Et c'est pas avec les vacances qui restent que vous allez organiser une pratique complémentaire régulière. En fait, elle est minuscule, la marge de manœuvre des enfants scolarisés. Vous l'avez remarqué, je ne vous ai pas convié au festival de la bonne nouvelle, là. Ça n'arrête pas. Et à la fin de cette vidéo sinistre, c'est à peine si j'ai encore la force d'avancer la moindre suggestion. Mais halte à la débandade, après ce gros fond de vérité indigeste, nous avons besoin d'une petite lueur d'espoir. Voici donc une liste de suggestions réalistes et concrètes, à suivre selon le temps que vous aurez, une liste que j'aurais bien aimé que l'on me mît sous les yeux quand j'étais petit. Fréquenter un Fab Lab, apprendre Blender, le logiciel de 3D avec lequel j'ai fait cette vidéo, apprendre Python dans Blender, ça m'a permis de faire ça par exemple. Regroupez-vous, faites des films d'animation dans Blender, concevez avec vos potes une cabane dans Blender et construisez-la en vrai dans le jardin. Et ça, c'est déjà de la gestion de projet. Alors pourquoi Blender ? Je ne suis en rien associé à la fondation Blender, en dehors de mon utilisation et de mon enthousiasme pour ce logiciel. Et je ne gagne pas une thune en disant ça.
Simplement parce que de tous les outils que j'ai utilisés à des fins éducatives, c'est ce qui s'est révélé le plus pertinent. Et tout simplement, c'est parce que Blender, c'est extrêmement créatif, c'est extrêmement stimulant, extrêmement formateur, extrêmement polyvalent, extrêmement mathématique, extrêmement concret, extrêmement collaboratif, extrêmement valorisant, extrêmement exploitable, y compris professionnellement, et c'est gratuit. Il suffit de le télécharger et vous pouvez commencer maintenant. Ajoutons que la communauté est grande et généreuse, les tutos pour débutants ou pas seront faciles à trouver. Alors, je pense que Blender sera très présent dans mes prochaines vidéos. Et il n'est pas impossible que j'organise un jour des stages d'été Blender et Surf, si tout ceci intéresse plus de 3 pelés et de 2 tondus. Je vous ai mis des liens ci-dessous dans la description. Et voilà, c'est fini, presque fini. Presque fini. Car pour en finir avec vous, je vais exiger, modestement, mais exiger tout de même que vous écoutiez un truc. C'est une histoire, donc c'est plaisant à écouter. En plus, c'est admirablement bien lu. Admirablement. Mais je vous préviens, c'est une histoire qui fait un peu peur. Il s'en écoule un peu de sang, un peu de pu, et d'innocentes parturiantes y décèdent à l'appel. En plus, ça finit pas super bien. Bon, mais cette histoire vraie vous fera comprendre un fait essentiel, et surtout si une naïveté toute citoyenne vous laisse penser que nos institutions sont telles qu'elles sont pour de bonnes raisons. Eh bien, ce texte montre qu'elles peuvent être telles qu'elles sont, nos institutions, pour de mauvaises raisons. Pour une mauvaise raison, rampante, fétide et titularisée. Cette raison, c'est leur réticence à évoluer. Elles rechignent, ces bourgeois éméchés, à mettre un pied devant l'autre, mais ont tout le vocabulaire qu'il faut pour nous expliquer que c'est normal. Elles rechignent, et cela même lorsqu'on leur met le nez dans l'évidence. Elles rechignent, et cela même lorsqu'il s'agit de sauver la vie de ceux qu'elles sont censées protéger. Elles rechignent. Et cette réticence à évoluer prend d'autant plus ses aises que l'institution est insulaire et perchée. Et je crois que c'est le cas de l'éducation nationale, qui use et abuse de sa position dominante. Vous avez le lien vers cette lecture précieuse, c'est le premier des liens que j'ai mis. Si, après l'écoute, vous pensez que ces tragédies appartiennent au passé et qu'aujourd'hui tout est très différent, comme si votre naissance, un événement certes significatif, avait suffi à mettre l'univers sur ses rails. Si vous pensez cela, eh bien, tant pis. Pourtant, sous votre nez, l'éducnate use et abuse d'une position dominante qui lui permet de rester ce qu'elle est. Et si l'abus de position dominante est une pratique prohibée par l'article L420-2 du Code du commerce, et pour de bonnes raisons, l'éducnate s'en fout. Service public, chat perché, l'État c'est moi et je vous enquiquine. Mais abus de position dominante, il y a bien et à 2 niveaux. Un, au niveau économique. Rappelons que l'éducnate, tout en passant pour un modèle de désintéressement angélique, pour une association philanthropique, prend tout de même 10 000 € par an et par lycéen. Mais ne vous les rend pas si vous allez ailleurs. À vous de financer doublement votre autonomie. Ainsi, à l'ombre du géant, aucun projet pédagogique novateur et indépendant ne saurait s'épanouir. Mais j'entends que ça jase là derrière. Indépendant ? Privé ? Ah mais on voit clair en toi. T'es un agent du grand capital. Tu veux faire des écoles pour les riches. Fumier, va. Bah non, déjà. Je veux pas faire des écoles pour les riches. Je veux pas faire des écoles pour les pauvres. Je veux pas faire des écoles. Je veux plus rien, moi. Et puis, je peux comprendre les inquiétudes de ceux qui veulent protéger le secteur éducatif du libéralisme sauvage. Je peux comprendre. Seulement, leurs arguments sont un peu systématiques, de l'ordre du réflexe idéologique intestinal. Et ils trahissent une profonde inaptitude à imaginer des alternatives hybrides. Mais bon, passons. Les gens peu créatifs défendent les gens peu créatifs. Ils font équipe. Une équipe qui gagne invariablement la bataille de l'arrivisme plan-plan.
et qui, au passage, nous fait perdre toutes les autres. Mais passons, je suis habitué à la somnolence des nations et à leur somnambulisme, qu'il nous mène où bon voudra. Cependant, ce que je n'ai toujours pas digéré s'observe et se ressent à l'échelle individuelle. 2. Au niveau de la relation avec l'élève. Ici, l'institution, par l'intermédiaire du prof, lui adresse un message qui, bien qu'implicite, n'en est pas moins clair. Comment ? Jeune foutriquet ? Vous n'êtes pas content de mes services ? Eh bien, peu m'importe, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien. Alors, taisez-vous. Une impertinence de plus, et j'attache à votre oreille de veau une étiquette infamante. À votre nom, un dossier tout pourri. Je tatoue le mot « mauvais » sur votre front. Je vous envoie ramper dans un caniveau jusqu'à la fin de vos jours. Je vous enterre vivant. Alors, silence. Soumettez-vous. Je suis seul à détenir les clés de votre avenir. Je place les hommes, où bon me semble, quelque part sur l'axe du destin, entre gloire et bannissement. Et quelque chose me dit que pour vous, ce sera pas trop loin du bannissement. C'est violent, non ? C'est violent. C'est violent, mais c'est comme chat perché. Mais revenons à nos moutons. Je vous recommandais une lecture, vous vous souvenez ? Oui, vous vous souvenez. Merci à André Dussolier, qui n'a pas fait que lire le texte de Céline. Il est à l'initiative de la lecture qu'il a proposée à France Culture pendant le confinement. Le contexte était plus épidémique qu'académique, et donc bien déconnecté des divagations qui précèdent. Je me suis donc permis un petit détournement, sans l'autorisation de l'auteur et sans celle du lecteur. Et je comprendrais très bien que tous deux en soient fâchés. Mes excuses au second et au fantôme du premier. Ajouté à cela, j'ai été pour le moins irrespectueux avec un certain nombre de créatures. Je me suis irrémédiablement fâché avec nos 490 765 profs, dont j'étais pourtant le collègue à une époque, j'avais 20 ans la première année, avec les 989 000 chasseurs français, dont j'étais aussi le collègue, puisque j'avais un fusil à plomb quand j'étais gosse, avec les 750 millions de poulets qui seront élevés et oxy cette année en France, dont je me sens proche spirituellement, ayant moi aussi été élevé en batterie. Jusqu'à ce que je me mette, un beau matin d'automne, à étudier par correspondance. Bon, c'est triste, toute cette fâcherie, mais si le petit fond de vérité qui circule dans cette vidéo pouvait, telle une pichenette, sortir ne serait-ce qu'un esprit de sa torpeur scolaire, je ne me serais pas fâché pour rien. À bientôt pour des vidéos probablement plus mathématiques. Vous me direz que j'aurais pas de mal à être plus mathématique que ça. Mais c'est pas grave. Bon, bref, je me suis laissé aller. Ça a déconné. C'était pas prévu, c'est complètement parti en quenouille. J'avais prévu de faire. Enfin bref, voilà, ça arrive.